Bon, je ne sais pas si je tiendrai dans le timing, enfin je vais essayer parce que j'ai mis peut-être un peu trop de slides. Et vous m'excuserez aussi pour les 90, 70, etc. Donc l'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est assez particulier en termes de fonctionnement. Le fonctionnement en France, ça tient sur un fonctionnement qui est assez vieux, d'année 1964 à peu près, création des agences de l'eau, en différents états, enfin plutôt sous-bassins versants, que vous verrez plus tard, et qui en fait c'est un fonctionnement décidé par l'État à la base, qui donc les a créés. Il y a dans le cadre de la décentralisation aussi, ça a été porté par des comités de bassin, que j'expliquerai par la suite, qui expliquera aussi pourquoi Madame Anne Lestrade était administratrice de l'agence de l'eau, on comprendra aussi. Et à la fin, ça décide toujours de faire porter l'action par les acteurs locaux. Donc, il n'y a pas une agence de l'eau en France, il y en a 6 pour le territoire métropolitain. Dans les Outre-mer, vous aurez les offices de l'eau. Et en fait, chacune se base sur un bassin hydrographique particulier. Donc pour Seine-Normandie, forcément, vous l'aurez compris, c'est le bassin de la Seine, auquel on associe les cours d'eau normands qui sont apparentés. Vous avez des plus grands, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, Adour-Garonne, et des plus petits comme Rhin-Meuse et Artois-Picardie, que vous connaissez peut-être un peu plus car ils sont plus proches de chez vous. En termes de fonctionnement, donc on est en fait à peu près une des plus grosses parafiscalités de France, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous allons toucher de l'argent, nous allons prélever des taxes qui n'appartiennent pas au budget de l'État. Et en fait, notre but est d'assurer au titre de la DCE le bon état des masses d'eau, tout simplement. En termes de fonctionnement, qui est assez particulier, nous avons d'une part un comité de bassin qui est en fait composé des représentants des collectivités locales, des associations de l'environnement, des agriculteurs, des associations de consommateurs, des représentants de l'État, etc., etc. Tout ça décide de la politique qui est menée sur chacun des bassins versants, ou plutôt des grands bassins versants, parce que c'est subdivisé en tout un tas, vous le verrez plus tard. Tout ça est décidé et administré par un conseil d'administration, élu au sein de ses représentants. Et en fin de compte, le rôle d'une agence de l'eau est finalement d'appliquer et d'assurer que ce programme soit bien mis en œuvre et bien appliqué sur le territoire. Pour ce faire, le fonctionnement des agences a été un peu discuté ce matin de est-ce que les pollueurs doivent payer ? Et bien, le fonctionnement d'une agence de l'eau, la réponse est oui. Et ça marche par un système de redevance que tout le monde paye. Alors je ne vais pas les détailler parce que pour certains territoires, il y en a plus de 35, mais pour les agriculteurs, vous avez 5 redevances particulières. Dès que vous consommez de l'eau ou que vous polluez de l'eau, finalement, vous payez. Vous payez à la fois pour les éleveurs payent quand ils ont un certain nombre d'UGB. Les agriculteurs qui mettent des produits phytosanitaires payent, parce que les producteurs de ces produits en fait payent une redevance. Vous en avez 3 selon la dangerosité de la substance. Et quand un agriculteur irrigue, il paye au titre de la redevance prélèvement. Donc vous avez 5 redevances pour l'agriculture, et vous en avez tout un tas d'autres pour tous les autres secteurs d'activité. Et avec ces actions, en fait, l'agence de l'eau finance tout un tas de projets sur le territoire. Nous sommes simplement un financeur public. Et le tout de ces actions et ces financements sont arbitrés et décidés par un comité de bassin. Donc pour présenter un peu Seine-Normandie, on a une chance qui est un peu particulière, c'est qu'on a une grosse production, une grande population, notamment vis-à-vis de la métropole parisienne, sur un bassin vis-à-vis des autres bassins hydrographiques français, qui n'est pas le plus étendu. Donc on représente 18% du territoire national pour 30% de la population nationale. On a 40% de l'industrie française et un quart de son agriculture en termes de production, en termes de valeur, pas en termes de surface évidemment. Et on a tout un tas d'enjeux vis-à-vis des cours d'eau, car l'agence de l'eau travaille aussi sur les eaux de surface, et aussi des côtes. Nous avons un service littoral et mer. Donc, je vous ai parlé des redevances qui payent, vous en avez 5 pour les agriculteurs, vous en avez plus d'une trentaine pour tout le monde, et vous voyez qu'effectivement, comme ce qui a été mentionné un peu ce matin, c'est principalement les usagers qui payent l'eau et qui payent en fait la redevance pour tous les projets. Vous avez plus des 3/4 qui sont financés par les usagers simplement au robinet, un peu pour les industriels, les éleveurs, des prélèvements en eau, et aussi pour les fédérations de pêche, vis-à-vis de la continuité des cours d'eau et l'accès aux poissons migrateurs pour remonter ces cours d'eau. En termes de dépenses, où est-ce que va l'argent ? Historiquement, les agences de l'eau, c'était très orienté autour de l'urbain. Stations d'épuration, stations de traitement, réseau d'eau, tout simplement, c'est ce qu'on finançait pour la grande majorité des cas.
De plus en plus aujourd'hui, au vu de la différence entre les pollutions ponctuelles et les pollutions diffuses, on finance de plus en plus dans l'agriculture, qui prend de plus en plus de part dans notre budget. Il faut savoir que le budget de l'Agence de l'eau, donc c'est sur des bilans, on va dire, de 6 années, c'est 4 milliards d'euros pour 6 années, et pour l'agriculture, c'est 400 millions d'euros. Parmi ces 4 milliards, donc grosso modo 10%. En termes de qualité d'eau, ce qui est bien, c'est que ça a été présenté ce matin de comment est-ce qu'on détermine un état écologique. Merci. Ici, pour les cours d'eau, vous avez principalement... la première cause, c'est l'hydromorphologie, qui a été aussi présentée ce matin. La deuxième cause, c'est les pesticides. Et vous avez ici plus de 1360 masses d'eau différentes. Et concrètement, un bon tiers est déclassé en état moins que bon. Ou pardon, en état médiocre, et les 2 tiers en état moins que bon. Sur les eaux souterraines, c'est un peu moins glorieux. On est sur 57 masses d'eau, 37 sont déclassées en état chimique. Vous l'avez vu aussi ce matin, on s'en rappelle. Et encore, là, on est gentil parce que on s'est amusé à jouer aussi sur la réglementation européenne et à ne pas enlever, ou plutôt à enlever les métabolites qui sont jugés non pertinents. Merci la chloridazone. Mais sinon, ça aurait été plus rouge. Sur l'intervention, parce qu'on est sur cet après-midi plutôt sur de l'action, donc nous, le service agriculture, donc c'est 400 millions d'euros sur 6 ans, qui s'organise autour de 3 axes. L'accompagnement technique des exploitations agricoles, le soutien à l'investissement matériel et l'indemnisation du changement de pratique. Ça a été mentionné, les paiements pour services environnementaux, on présentera ça de suite. Sur l'accompagnement technique, ça a été dit, il faut transmettre de l'information, faire des études, expliquer aux agriculteurs sur quel territoire parfois hydrogéologique ils se trouvent, apprendre de nouvelles pratiques, faire développer ces nouvelles pratiques. Donc tout ça, c'est accompagné par l'agence. On peut financer des études, par exemple, à hauteur de 80%. Et ça met des suivis, des expérimentations, concrètement, tout ce que peut développer de l'animation territoriale. Je ne vais pas détailler dans les exemples particulièrement. Vous en avez, par exemple, ici, sur de la prairie, principalement, de nouvelles conduites de maintien de l'herbe, notamment dans des territoires où il y a du retournement de prairie pour de l'installation de maïs. C'est porté par différents acteurs, comme les chambres d'agriculture, qui sont des chambres consulaires territoriales représentées par les agriculteurs, ou aussi des réseaux d'associations comme les CIVAM. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, par contre. Concernant l'investissement, on investit aussi du matériel, ça a été présenté sur le désherbage mécanique, vous avez vu quelques photos juste avant, des RC tri, des houes rotatives. C'est aussi financé, par exemple à hauteur de 40%, le tout dans un encadrement européen. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Et ça a été parlé aussi de l'investissement filière, de comment est-ce qu'on assure que les agriculteurs trouvent des débouchés, c'est également accompagné, et je présenterai des projets un peu plus détaillés par la suite. Je fais vite parce que j'ai quand même beaucoup de slides. Par exemple, dans un projet ici, vous avez une meule à pierre pour une meunerie. Alors, je vous rassure, ça, c'est un projet pour un seul agriculteur. Ce qu'on finance, nous, c'est plutôt à l'étape de coopérative. Mais concrètement, vous avez des projets sur lesquels on évalue à peu près à quel point on peut développer de la production. Ici, vous êtes sur de la céréale bio, en bassin parisien. Et on espère pouvoir, en fait, via des coopératives, assurer des débouchés aux agriculteurs. Vous en avez aussi des projets qui peuvent arriver pour brasser de l'orge, etc., notamment pour les bières. Et forcément, notre but, à terme, dans nos engagements, c'est-à-dire que quand on passe un financement, l'agriculteur, ou là, dans ce cas-là, la coopérative, s'engage à réaliser certaines actions. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement de ces surfaces où il y a peu ou pas de traitement. Dans notre cas, c'est de l'agriculture biologique. Et donc, ils s'engagent à développer ces surfaces. En cas de non-respect de ces engagements, normalement, on peut demander le retrait de l'aide, le retrait du financement, et on récupère donc notre somme perçue. Enfin, ça a été présenté d'une autre manière avec les mesures au captage. Mais donc, on finance également les mesures agro-environnementales au titre de la politique agricole commune, ainsi que les aides à la conversion et feu, l'aide au maintien en agriculture biologique pour la France, et également les paiements pour services environnementaux, qui sont un dispositif qui a été notifié récemment en France, au titre de 2018-2019, et qui permet en fait de rémunérer les agriculteurs pour le service qu'ils rendent à la collectivité vis-à-vis d'un meilleur traitement de l'environnement. Justement, en parlant de ces paiements pour services environnementaux, ces PSE, vous avez le cas par exemple dans le Marais du Cotentin et du Bessin, dans la Manche,
Très jolies les côtes normandes, si vous voulez y aller. Et dans ce cas-là, on veut du maintien de prairies. Encore une fois, ça a été dit, la prairie, peu de traitement, peu de phénomènes d'érosion-ruissellement, peu de phénomènes de lixiviation. Donc, notre but, sur ce maintien en territoire marécageux, c'est de pouvoir en fait favoriser le pâturage et l'élevage à l'herbe, et donc on rémunère les agriculteurs qui diminuent la fertilisation de leurs prairies permanentes, qui maintiennent ces prairies permanentes, et qui aussi, même sur les surfaces sur lesquelles ce ne sont pas des prairies, diminuent ou ne traitent plus. Tout ça est adossé à une rémunération qui en fait fluctue selon l'implication de l'agriculteur dans ces mesures. C'est une note qui varie de 0 à 10 et qui est multipliée vis-à-vis de ces montants. Donc maintenant, le cœur du sujet à peu près de la présentation plus rapidement, ça va être 2 projets qui ont été mis en place. L'un qui concerne une petite collectivité, ou plutôt une petite collectivité au sein d'une grande communauté d'agglos. Et le deuxième, qui a été un peu présenté ce matin, c'était un peu fait exprès pour vous mettre en jambe, qui était celui d'Haute-Paris, sur la vallée de la Vanne, pour vous montrer à quel point ce qu'on peut faire quand on a on va dire des moyens assez réduits vis-à-vis des moyens beaucoup plus conséquents quand on se trouve être à la capitale. Donc si vous voyez le rond, il se retrouve au niveau de Rouen. Encore une fois, l'agence de l'eau est détachée en 6 délégations territoriales que vous voyez, différentes couleurs. Mais donc ici, la problématique est, on est sur un territoire principalement céréalier, avec une problématique phyto. Et ce captage a été, dans ce projet plutôt, on va plutôt voir d'une part l'implication de 2 programmes d'action, avec différentes actions qui ont été menées, du suivi individuel, de l'expérimentation, du financement des MAEC, etc., etc. Et surtout, vous voyez le budget, c'était sur une période 2007 à 2021, c'est 500 000 € de financement agence. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une longue période, un financement qui n'est pas spécialement conséquent, tout du moins pour l'agence de l'eau. Et on est en fin de compte sur un territoire qui regroupe une petite aire d'alimentation de captage, qui a été présentée aussi juste avant, donc c'est pas mal, ça permet d'accélérer. La problématique, vous ne la voyez pas spécialement ici, parce que finalement, il n'y a pas d'évolution à la hausse des nitrates, mais en fait, elle est à l'échelle du territoire. Vous avez 7 sous-bassins versants qui sont à peu près équivalents. Aujourd'hui, lui est dans les normes, les 6 autres sont aux alentours de quelque chose comme 70 mg de nitrate par litre, et des pics sur des produits phyto assez récurrents. Donc, territoire principalement céréalier, agricole, pas en agriculture biologique initialement. Sur l'enjeu de ce captage, il a été classé Grenelle, c'est ce qui s'est passé en 2009, c'est le ministère de l'Environnement qui a décidé de regarder à peu près l'état des captages en France et d'en classer certains comme étant prioritaires. Ça s'appelle le Grenelle de l'Environnement, et donc ils ont pris ce nom. Et donc associé à ça, il y a ce qu'on appelle des ZSCE, des zones soumises à contraintes environnementales. C'est une contrainte réglementaire qui demande de mettre en place un plan d'action, de base sur des mesures volontaires. Si les objectifs ne sont pas atteints, les mesures deviennent réglementaires. Et dans ce cas-là, les agris n'ont tout simplement pas le choix. Vous avez le cas en Bretagne pour la lutte contre les marées vertes. C'est pas compliqué, c'est du maintien de prairies vis-à-vis de réduction des parcelles en maïs. Le jour où les agriculteurs ne respectent plus leurs engagements, c'est pas compliqué, ils sont obligés de mettre de la prairie et finit le maïs. Et c'est réglementaire, sinon c'est taxé, sinon c'est parfois même, le mot est un peu dur, mais on va dire on fait de la récupération de parcelles, quoi. De l'expropriation, mais c'est dans des cas très particuliers. Donc, dans notre cas, il y a eu un classement, ça a fait peur un peu à tout le monde, les agriculteurs étaient assez opposés, la collectivité n'était pas très fan de ce classement non plus, je vous l'accorde. Et il a été décidé de mettre en place des discussions territoriales très localisées et de faire en sorte que les actions se passent au mieux. Surtout que ce qui était demandé initialement par l'État était de mettre en place, remettre en prairie, à la place de culture céréalière, sachant qu'il n'y avait qu'un éleveur sur le territoire pour une quinzaine d'agriculteurs. Conversion à l'agriculture biologique, encore une fois, je dis, si ces actions ne sont pas faites de manière volontaire, ça pourrait finir en réglementaire, donc une conversion au bio forcée, ou une réduction totale des intrants. Donc, effectivement, à première vue, ça a fait quand même relativement peur, surtout si ça pouvait devenir imposé.
Il y a eu une discussion qui a été mise en œuvre, mais elle a très vite été stoppée, notamment par une opposition qui a été montée par les agriculteurs, qui ont fait en fait une sorte de motion de censure auprès de la préfecture, auprès de l'État, pour s'opposer au projet. Pour débloquer la situation, un comité de pilotage a été mis en œuvre, des discussions locales ont été appliquées, et en fait, ils sont arrivés point par point à débloquer tous les problèmes que pouvaient mettre en place ces pratiques. Pour l'éleveur, qui était le seul, et dont la difficulté, on le sait, même encore aujourd'hui, de maintenir l'élevage, il y a eu du rachat du foncier au plus proche du captage, notamment sur le périmètre de protection rapproché. Encore une fois, partiellement, je crois potentiellement même totalement, financé par l'agence de l'eau. Il y a eu leur remplacement, on a allégé les dispositions afin que les agriculteurs acceptent de mettre en place ces pratiques. Ils sont aussi rentrés à l'intérieur du comité de pilotage, on les a intégrés pour justement qu'ils soient partenaires et acteurs de ces décisions. L'interdiction de l'intrant est passée à de l'expérimentation pour les herbicides et on a aussi demandé l'implantation, ou plutôt d'imposer un plafond d'azote épandu, une quantité d'azote maximale qui a été plafonnée à 150 kg d'azote par hectare. Les actions d'expérimentation et d'animation, le tout est financé par l'agence. Et encore une fois, c'est permis, et surtout permis, par la collectivité et l'animation compétente. En 2012, l'animation a mis en place du travail sur les sujets nitrates et pesticides, des suivis d'IFT, de l'accompagnement technique, expérimentation des herbages, et la promotion des mesures agro-environnementales et territorialisées à l'époque. En 2015, les agris ont pris conscience, on va dire, du sujet phyto, notamment avec le renouvellement du plan Éco-Phyto, donc un plan français qui visait à réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires. Il a été mis en place en 2018, il avait échéance 2015, il n'a pas fonctionné. 2015, on a mis Éco-Phyto 2, échéance 2021, 2022 je crois, pas fonctionné. On est à Éco-Phyto 2+, et l'année prochaine, vous aurez Éco-Phyto 2030. On verra jusqu'où on ira. Les résultats de ces programmes d'action, parce que finalement on a arrêté d'imposer bêtement, c'est que, encore une fois, si les atteintes volontaires si les objectifs volontaires sont atteints, il n'y a pas de réglementaire qui s'impose. Donc ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que le plafond d'azote n'a pas été dépassé, comme vous voyez, on est passé de 144 unités d'azote en moyenne à 124, à 119, à 113, donc le tout en restant avec des exploitations viables économiquement parlant, que les phytosanitaires, on n'a eu pas de pic supplémentaire. Finalement, on va dire l'implication des agriculteurs, l'implication de l'animation locale et le financement des agences ont permis de maintenir proprement, on va dire, ou tout du moins d'éviter les dépassements de ce captage. Encore une fois, je les ai dit, les 7 autres autour ont tous explosé. Et donc à ce titre, un deuxième programme d'action est développé. Deuxième point que vous avez vu ce matin, sur la vallée de la Vanne, beaucoup plus de financement. Ce coup-ci, on est avec Haute-Paris, qui a décidé de faire en sorte de développer que de l'agriculture biologique sur cette aire d'alimentation de captage. Ça marche. En termes de budget, vous voyez, vous faites x100. On était à 500 000, vous êtes à 55 millions. Beaucoup d'actions, notamment sur du développement de filières. Et c'est un engagement qui date de très longtemps. Si vous voulez rapidement, je vous passe les 13 captages qui sont sur le territoire. Aussi la location. Ici, vous les voyez à peu près la surface en bio qui est nettement supérieure. Et vous voyez que les pics de pollution aux différents métabolites ou produits phytosanitaires se sont réduits au fil des années. Vous avez, dès le début des années 2008, ce coup-ci un classement Grenelle, comme je l'ai dit, pas de contraintes environnementales, justement parce que Haute-Paris a mis son application pour mettre son plan d'action. Le plan d'action ne date pas d'hier, il travaille depuis 2000 sur ce territoire, et même depuis 1990, avec ce qui a été dit la SAFER, pour ne faire du réappropriation de parcelles, pas de l'expropriation, mais par exemple de la préemption, de la veille foncière, et réallouer ces surfaces en bio. Développement de coopératives, le tout financé par les agences de l'eau également, mais aussi Haute-Paris, pour créer des débouchés et valoriser les productions bio sur le territoire. Il y a eu le développement d'une marque, justement, pour valoriser ces productions et ce débouché filière. Vous avez eu du regroupement d'agriculteurs pour faire du financement, de l'acquisition de matériel, l'acquisition de silos, etc., etc. La structuration de circuits courts avec des réunions et des créations d'animations portées localement par Haute-Paris et les partenaires comme Bio en Bourgogne.
Dans le cas des paiements de services environnementaux, effectivement, j'explose le chrono. Vous voyez à peu près les montants ici. C'était dit 80% financement agence de l'eau, 20% Haute-Paris, sur différentes mesures que vous pourrez comparer, si vous voulez, aux mesures agro-environnementales et climatiques de la PAC. On est sur des montants relativement généreux. On va plus loin que le cahier des charges bio, notamment parce qu'on demande de l'implantation de mesures pérennes et aussi de s'impliquer dans l'animation. Encore une fois, l'animation est clé dans le développement territorial de ces actions. Et le résultat, c'est que vous avez effectivement de passer de moins de 1% de la SAU en bio à plus de 20% de ce territoire, notamment parce qu'en fin de compte, les débouchés filières ont été mis présents. C'est de l'argent et beaucoup de temps d'animation, surtout que ce temps d'animation, il a bien été compris qu'il a été financé par Haute-Paris également, et déployé par Haute-Paris. Cette efficacité, elle est liée justement aux moyens d'animation mis en œuvre. Sur le précédent exemple que je vous ai mis, en 2 ans, il y avait 4 animateurs différents qui ont fait le tour du même territoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de créer des liens avec les agriculteurs en 6 mois. Là, vous avez de l'animation qui est pérenne depuis plus de 10 ans.